On commence sans plus tarder avec ce focus clinique et le programme de l'émission qui est donc le prélèvement de tissu conjonctif, les différentes techniques de prélèvement. Vous savez que ce tissu conjonctif est vraiment essentiel à prélever, notamment en implantologie. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel? Eh bien tout simplement parce que dans de nombreux cas, vous allez avoir besoin d'utiliser du tissu conjonctif, notamment quand vous allez utiliser ou réaliser des implants dans des secteurs esthétiques antérieurs. Alors il existe 3 zones de prélèvement, 3 sites de prélèvement. Le premier site, c'est le palais et on va s'intéresser exclusivement au palais. 2 autres sites possibles, la tubérosité ou alors une crête édentée. Eh bien, sachez que clairement, cette tubérosité ou cette crête édentée, à mon sens, elle ne permet pas d'avoir des volumes suffisamment importants de tissu conjonctif. Donc ce sont des zones dont je ne vais pas parler tout simplement parce que, encore une fois, je pense que quand on décide de prélever du conjonctif, il faut en avoir un maximum et seul le palais, et on verra aussi que le palais dans certains cas ne permet pas d'avoir des quantités suffisantes, mais sinon seul le palais permet vraiment d'avoir ces quantités suffisantes. Le problème, eh bien, c'est le risque anatomique au niveau de cette zone. C'est ce qui vous fait généralement peur lorsque vous démarrez ce type d'intervention. Et bien, il faut savoir, si on fait quelques rappels anatomiques, qu'il existe 2 zones au niveau du palais. Une zone antérieure qui correspond à l'union du processus palatin de l'os maxillaire droit et gauche, et puis une zone postérieure qui correspond à l'union du processus palatin, de l'os palatin ici droit et gauche. Et donc tout ça va former le palais osseux et on va retrouver 4 éléments anatomiques intéressants. Tout d'abord le foramen incisif, ensuite éventuellement un torus palatin ici qui correspond au rafet médian du palais. Le foramen grand palatin à ce niveau-là qui va permettre le passage de l'artère palatine descendante, celle qu'il faut éviter à tout prix, et le foramen ou les foramens accessoires qui permettent le passage d'éléments vasculaires, vasculo-nerveux accessoires comme leur nom l'indique. Alors, si on voit au niveau de cette épaisseur du palais ce que l'on va pouvoir prélever, eh bien on va avoir une muqueuse masticatrice qui est recouverte d'un tissu kératinisé d'épaisseur variable selon la localisation. Et de l'extérieur vers l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ici un tissu épithélial, puis ensuite un tissu conjonctif fibrodense, c'est ce tissu conjonctif qui nous intéresse, et c'est celui-là qu'on va essayer de prélever en priorité. Ensuite, si on veut bien me rendre ma télécommande, merci, un tissu adipeux plus ou moins épais. Ce tissu adipeux, il est proche du palais osseux, et ce tissu adipeux, il est moins intéressant puisque quand on va le prélever, eh bien, il va avoir tendance à se résorber. Et enfin, on va avoir un périoste ici contre le tissu osseux. Donc voilà ce que l'on va avoir de l'extérieur vers l'intérieur, de l'épithélium, du tissu conjonctif fibreux dense qui nous intéresse, c'est celui-là qu'on veut prélever, un tissu adipeux plus ou moins épais et le périoste avec le plan osseux du palais. On va avoir ici donc un prélèvement, comme vous pouvez le voir ici, qui intéresse cette partie-là. Et vous comprenez dès lors, quand on voit ce schéma, que quand on va faire un prélèvement de tissu conjonctif, d'emblée les auteurs ont pensé à des prélèvements qui permettent de respecter ici une fine bandelette de tissu conjonctif avec du tissu épithélial, de manière à permettre de recouvrir la zone que l'on aura prélevée pour protéger le site prélevé et ainsi éviter les douleurs post-opératoires. Mais comme on va le voir, il faut d'abord savoir que c'est l'artère palatine descendante le risque anatomique majeur au niveau de ce site. L'artère anatomique, c'est une branche descendante de l'artère maxillaire, c'est le risque anatomique majeur de la région palatine. On va avoir, comme vous pouvez le voir ici, cette artère palatine qui va passer avec le pédicule grand palatin, qui va cheminer dans le canal grand palatin, qui est constitué par la réunion de 2 gouttières. D'une part, au niveau médial, la gouttière de l'os maxillaire, et au niveau latéral, la lame verticale de l'os palatin. On voit donc très bien ici le cheminement, et cette artère va sortir à ce niveau-là en regard de la dent de sagesse, de l'apex de la dent de sagesse et de la seconde molaire.
Cette artère palatine descendante, une fois qu'elle va arriver au niveau du palais, elle va réaliser un certain nombre de ramifications et son calibre moyen sera de l'ordre de 60 à 80 centièmes de millimètre. On va donc avoir de nombreuses branches collatérales pour l'ensemble de la muqueuse palatine et sa limite antérieure est la zone rétro-incisive. Donc vous pouvez la voir à ce niveau-là. Il faut savoir que le tronc principal va cheminer dans une gouttière creusée dans l'os. Ce tronc principal est donc relativement compliqué à toucher et bien généralement, lorsque vous allez avoir des hémorragies péropératoires, ce n'est pas le tronc principal que vous allez toucher, mais c'est bien plus souvent des branches collatérales qui vont entraîner un saignement moins important. On va regarder tout de suite une première vidéo pour que vous voyez un petit peu l'ampleur du saignement. Vous voyez juste ici, voilà, ce petit jet de sang qui correspond, comme on peut le voir ici, voilà, à cette collatérale de l'artère palatine. Et à ce moment-là, la seule chose à réaliser, là, c'est dans le cas d'un lambeau qui a été élevé au niveau palatin, eh bien, on va clamper avec une pince de Crywood et éventuellement ligaturer cette artère. Donc voilà pour ce qui concerne le risque hémorragique, il n'est pas si important que ça et il faut surtout éviter de trop stresser et de gérer ça tranquillement comme on va le voir. Au niveau de la zone de prélèvement, eh bien cette zone de prélèvement, on va la limiter en avant à la canine. Il est très rare d'aller prélever en avant. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ici on va avoir les papilles palatines, on va avoir une épaisseur moins importante et on va avoir un tournant d'un point de vue anatomique qui va rendre le prélèvement beaucoup plus compliqué. Et puis au niveau postérieur, on va généralement se limiter au niveau de la racine palatine de la première molaire. Pourquoi ? Parce que plus on va aller en postérieur, plus le calibre de l'artère va être important et plus on aura de risque de toucher le tronc principal de cette artère. Dans certains cas, on pourra prélever un peu plus postérieur, mais on verra les différentes techniques et les différentes indications de ces prélèvements. Et puis, au niveau apical, eh bien, on va prélever environ à 2 à 3 mm du rebord de la gencive marginale pour éviter ici d'aller abîmer le collet anatomique des dents qui bordent la zone de prélèvement. Un rappel anatomique important et je vous encourage vivement, si vous êtes intéressé par ces prélèvements de tissu conjonctif ou par la chirurgie plastique parodontale en général, de vous procurer cet excellent livre du docteur Borghetti et de Virginie Monet-Corti, qui ont donc publié un ouvrage qui fait référence. Ils ont aussi publié de nombreux articles dans des revues scientifiques. Et on va retrouver, par exemple, une étude sur 198 patients. Ils ont regardé, en respectant cette zone anatomique, quelle était la longueur et la largeur de tissu prélevé. Eh bien, en moyenne, on va avoir une longueur d'environ 31,7 mm, soit des longueurs comprises entre 24 et 46 mm, en fonction bien évidemment du patient, et une largeur qui varie aux alentours de 12 mm. Donc si vous avez besoin de prélèvements de plus de 30 mm de long sur 12 mm de large pour une épaisseur d'environ 1 à 1,5 mm, eh bien à ce moment-là, vous allez devoir réaliser une deuxième zone de prélèvement et faire donc un prélèvement à gauche et un prélèvement à droite. Alors, on a vu cette zone, on a vu les risques anatomiques. Pour faire une petite synthèse sur cette première partie, eh bien, première chose, il est quasiment impossible de toucher le tronc principal de l'artère palatine descendante. C'est bien souvent des collatérales que vous allez toucher. On verra la conduite à tenir. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous allez toucher une collatérale? Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, on va avoir des prélèvements qui vont être de l'ordre de 3 cm, 2 à 3 cm de long sur 1 cm de large pour 1 à 2 mm de profondeur. Voici grosso modo ce que vous allez pouvoir obtenir par ces techniques. Alors, quelle technique utiliser? Historiquement, la première technique, elle a été décrite par Langer et Langer ou par Edel, c'est la technique de la trappe. C'est cette technique qui vous permet de conserver une mince couche de tissu conjonctif au niveau du palais avec un petit peu d'épithélium de manière à protéger le prélèvement, puisque lorsque l'on réalise des prélèvements épithélio-conjonctifs purs pour les greffes épithéliales, le gros problème de ces techniques, c'est que l'épithélium et la plaie cruentée qui est laissée après le prélèvement, eh bien, c'est une plaie qui est relativement douloureuse. C'est pour cette raison que les auteurs ont essayé de créer des prélèvements qui le sont en respectant cet épithélium.
Donc voici ce que l'on va prélever avec ici l'artère et le nerf qui est donc situé au niveau de la gouttière et vous voyez qu'on va essayer de respecter une zone. Mais le problème, vous voyez que, étant donné ce que l'on a dit d'un point de vue histologique, eh bien d'emblée vous comprenez qu'on va bien souvent soit faire des prélèvements très importants, mais on va alors laisser ici une trop fine couche de conjonctive, donc peu de vascularisation de l'épithélium. Et si vous avez peu de vascularisation de l'épithélium, vous allez avoir une nécrose de la trappe et finalement des suites opératoires qui vont être presque plus douloureuses que des suites opératoires conventionnelles. Donc ça c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est que si vous laissez ici une grosse épaisseur de tissu conjonctif sous l'épithélium pour éviter cette nécrose, eh bien tout simplement vous allez prélever plus de tissu adipeux que tissu conjonctif et à ce moment-là vous aurez un tissu qui va être très peu intéressant, un prélèvement qui ne sera pas très intéressant d'un point de vue de la qualité. Voilà la technique, on va faire une décharge mésiale et une décharge distale. Et quand vous voyez que, eh bien, la vascularisation est plutôt postérieure, en réalisant cette décharge, vous allez couper la vascularisation de ce volet conjonctivo-épithélial et en coupant la vascularisation de ce volet conjonctivo-épithélial, vous avez clairement augmenté encore le risque de nécrose au niveau de cette trappe et donc augmenter les possibilités de complications post-opératoires. Voyez ici la trappe, ici le prélèvement, et on voit d'ailleurs cet aspect jaunâtre de tissu adipeux. Donc on a un prélèvement qui intéresse énormément de tissu adipeux. Voilà, le prélèvement a commencé à être disséqué, et on va ainsi pouvoir le prélever, refermer la trappe, et une fois la trappe relevée, refermée, on va suturer cette trappe avec un fil de 4-0, 5-0, et souvent, pour suturer à cet endroit-là, une aiguille en demi-cercle, tout simplement comme on le verra sur les vidéos, pour piquer et ressortir d'emblée, et éviter de ressortir au niveau du collet des dents en palatin. L'avantage de cette technique, c'est qu'on a une bonne visibilité du site opératoire. L'inconvénient, c'est 1, des problèmes de nécrose du volet, 2, des difficultés de dissection, 3, un volume de greffon qui est relativement réduit, et qui intéresse bien souvent du tissu adipeux. Donc, c'est une technique qui, pour ma part, je n'utilise pas du tout et je préfère d'autres techniques. Seconde technique, sans doute beaucoup plus intéressante, la technique de Bruno, qui va nécessiter de réaliser 3 incisions. Première incision, ici, apicalement, coronairement, une incision perpendiculaire. Puis, on va faire 2 incisions parallèles décalées de 1 à 2 mm. Et le progrès par rapport à la première technique, c'est qu'on va réaliser aucune incision de décharge. Donc moins de risque de nécrose du volet, mais une difficulté opératoire augmentée puisqu'on va moins voir ce que l'on est en train de réaliser. Voilà ce que ça donne sur cette coupe. Première incision perpendiculaire jusqu'au contact osseux. Seconde incision à environ 2 mm ici de la première incision tangentielle, et donc on va avoir quelque chose ici de plus fin, et une troisième incision qui repart de la première incision dans l'épaisseur et qui va être là aussi tangentielle au contact osseux, voire même au contact osseux. Et par rapport à la première solution, vous allez voir qu'on va vraiment prélever énormément de tissu conjonctif et beaucoup moins de tissu adipeux. Par contre, le problème, c'est que à ce niveau-là, on va prélever une fine bande de tissu épithélial, donc vous allez être obligé de désépithélialiser ce prélèvement avant de le greffer, bien évidemment, sous peine de greffer du tissu épithélial et donc d'avoir une marsupialisation qui se fait au niveau du site receveur. Et deuxième problème, c'est qu'on va avoir quand même une petite partie de plaie cruentée qui peut générer des douleurs post-opératoires, mais aussi des hémorragies post-opératoires. Donc, on est à mi-chemin, on n'a pas les avantages de la technique d'Edel, on n'a quand même pas les inconvénients de greffe épithélio-conjonctive pure, où là on a une large plaie cruentée, mais on est entre les deux, mais c'est une technique relativement intéressante. On va justement regarder une vidéo chirurgicale pour illustrer cette technique. Voici la première incision qui est donc perpendiculaire à environ 3-4 mm du collet des dents. Vous voyez qu'on va bien de la première molaire jusqu'à la partie mésiale de la canine. Une seconde incision ici, là j'ai la main un petit peu devant donc je me décale, une seconde incision qui est à 1 à 2 mm de cette première incision apicalement.
Voilà. Tangentiellement au palais osseux. Voici la seconde incision. Et ensuite la troisième incision qui va permettre de réaliser ce prélèvement. On va la voir. Là, on est toujours dans la deuxième incision. Vous voyez qu'on va très très profondément à ce niveau-là et qu'on va relativement loin. Donc, vous avez quand même plus de risques de toucher ici des collatérales de l'artère palatine. Et voici la troisième incision qui repart de la première au contact osseux et qui va permettre de réaliser le prélèvement. Voici cette troisième incision. Sans faire de décharge, on va devoir quand même réaliser ici des incisions légèrement perpendiculaires de manière à pouvoir, voilà, vous allez voir ces incisions légèrement perpendiculaires, les voici juste à ce niveau-là. Et à l'aide d'une presselle à tissu, on va commencer à tracter sur le greffon de manière à venir le prélever. C'est un tout petit peu sombre, c'est lié à mes mains qui sont devant. Et là on voit bien la bande ici épithélio-conjonctive qui est prélevée en même temps que le greffon conjonctif. Voici cette bande épithélio-conjonctive. On voit le saignement qui est relativement important et voilà, on a quand même un beau volume de conjonctif. Vous allez voir comment on va gérer maintenant au niveau post-opératoire les suites et péropératoires. Moi, je mets systématiquement soit des membranes de PRF, soit une éponge de collagène, ici dans ce cas-là du métrogène, un mélange de collagène avec du métronidazole. On recomprime bien. Et ensuite, ce qui est important, c'est que premier élément, c'est de venir utiliser des aiguilles demi-cercle, comme on va le voir ici, pour permettre de piquer et de ressortir tout de suite, d'accord. Si vous aviez utilisé une aiguille 3/8, vous seriez ressorti beaucoup plus loin et au niveau du collet en palatin ici de cette dent. Et ensuite, on va faire des points en U horizontaux. Ça, c'est un élément aussi important. Pourquoi des points en U horizontaux? Bien, tout simplement parce qu'en serrant le nœud, ici, on va voir le petit chef et le grand chef qui sont très proches l'un de l'autre. Si vous aviez fait uniquement des points en haut, vous auriez eu un petit chef et un grand chef qui auraient été très éloignés l'un de l'autre et vous auriez eu du mal à serrer votre point de manière efficace. Donc le fait de faire des points en U horizontaux, ça va vraiment permettre d'assurer une meilleure coaptation des berges et des points beaucoup plus serrés. Voilà ce que ça donne. Donc aiguille demi-cercle, fil 3/8, 4/8, 4-0, 3-0, 4-0. Et ensuite, une série de points U horizontaux. Et à la fin, on termine systématiquement aussi par une gouttière en résine rigide d'environ 2 mm que l'on vient clipser sur les dents et qui permet de participer à l'hémostase. Je reviendrai aussi sur les conseils post-opératoires donnés aux patients suite à ce type d'intervention. Voilà, on va continuer de dérouler les différentes techniques. Il existe une seconde technique qui est intéressante, mais avant de la voir, on va voir les avantages et les inconvénients de la technique de Bruno. L'avantage, c'est qu'elle permet de prélever le maximum d'épaisseur disponible dans la partie coronaire, et c'est là où la partie conjonctive est la plus épaisse, d'où l'intérêt de prélever avec 2 mm d'épithélium, mais pour avoir le maximum de conjonctif. Pas d'incision de décharge, et on a donc un volume de greffon assez important. Inconvénient, c'est qu'on va avoir des difficultés de dissection, c'est pas la plus évidente à réaliser d'emblée, et puis ça laisse quand même une petite partie de plaie cruentée, et malgré tout, on peut aussi avoir des nécroses du volet muqueux, même si on ne réalise pas d'incision de décharge en mésial et en distal. Voilà en ce qui concerne cette technique de Bruno. La technique de Bruno modifiée, elle est modifiée par moi-même. Souvent, on pense qu'il s'agit de la technique de Bruno, mais en fait, non. La technique de Bruno modifiée consiste à commencer aussi par une incision perpendiculaire, comme dans la technique de Bruno. Mais ensuite, la deuxième incision, au lieu de la réaliser à 2 mm de cette première incision, on va la réaliser au niveau de la première incision, puis une seconde incision un petit peu plus côté osseux, décalé côté osseux. Mais
on va donc ne pas prélever avec notre conjonctif une bande épithéliale. On va voir ce que ça donne sur une vidéo. Vous allez voir que le début de cette technique est exactement la même. Première incision perpendiculaire jusqu'au contact osseux. Seconde incision, cette fois-ci pas à 2 mm, mais bien au niveau de la première incision. À la limite, on peut le faire si on a vraiment des palais muqueux très épais, ça peut être une bonne indication. Et là, vous voyez qu'on travaille uniquement à l'aveugle en voyant sa lame par, entre guillemets, transparence par rapport au tissu muqueux. Donc voilà la première incision. Voilà, là on est dans la seconde incision. Vous voyez qu'on va relativement profondément, même en distal. Et là, je retrouve un contact osseux au niveau de la partie apicale. Voilà. Une fois que j'ai bien libéré mon volet épithélio-conjonctif, je vais pouvoir attaquer la troisième incision qui elle aussi repart de la première, mais qui va directement être avec un contact osseux. La voici. Donc je repars perpendiculaire, puis je vais disséquer directement le greffon avec un contact osseux. C'est un tout petit peu sombre. Voilà, juste ici. Et là, vous voyez, pour ceux qui ont un peu l'habitude, qu'on a un palais qui est très épais, très favorable. Par contre, vous voyez que ici, à ce niveau-là, on a un conjonctif qui est prélevé sans épithélium. Vous voyez l'importance du volume prélevé. Vous voyez, on a vraiment un très beau bout de conjonctif. Et on va remettre une éponge. Et de la même manière, vous voyez qu'on va suturer. Et là, ça va très vite. On va suturer et on n'a absolument pas de zone cruentée à la fin de l'intervention puisqu'on a fait la deuxième incision qui n'était pas décalée. De la même manière, dans un cas comme celui-ci, on a réalisé, on va se mettre pause juste 2 secondes sur cette image, mais dans un cas comme celui-ci, vous avez vu que j'ai fait des points en haut et non pas des points en U horizontaux, tout simplement parce qu'on était très proche, il n'y a pas cette zone cruentée, donc j'arrive mieux à serrer mes points, j'ai donc pas besoin de faire de points en U horizontaux. Et regardez la cicatrisation post-opératoire, ben finalement on a une nécrose complète de tout le volet et à mon avis ce sont des suites opératoires qui sont plus douloureuses que lorsque vous faites même un prélèvement épithélio-conjonctif classique, puisqu'il faut d'abord qu'il y ait la nécrose qui se fasse pour ensuite avoir une cicatrisation de deuxième intention par une réépithélialisation. Donc à mon avis, c'est presque plus long que si vous faites de l'épithélio-conjonctif classique, où vous enlevez toute une plage de tissu cruenté, où à une semaine, vous avez quasiment une réépithélialisation qui est réalisée. On va revenir maintenant sur le diaporama. Et sur ce diaporama, on va voir donc que cette technique de Bruno modifiée, elle a l'avantage, c'est qu'il n'y a toujours pas d'incision de décharge, qu'elle ne laisse pas de plaie cruentée. Par contre, on a toujours un inconvénient majeur, c'est la difficulté de dissection. Un problème, c'est que si vous avez des palais relativement étroits, on aura des volumes de greffons qui seront relativement peu importants, et ça aussi on le verra juste après. Et donc, les indications sont là encore les mêmes que pour celles de la technique de Bruno. Une question de ce que je peux voir, bien que peu utilisée dans notre profession, ne pensez-vous pas que l'utilisation d'une lame 11 est contre-indiquée dans ce type d'intervention pour éviter que la pointe de la lame entre dans le relief osseux et lèse l'artère? Tout à fait. Il est clair que la lame 11 a une forme triangulaire très pointue et il est clair aussi qu'elle a peut-être plus tendance à pouvoir pénétrer. Maintenant, pour la faire pénétrer, il faut quand même forcer relativement. Moi, j'utilise des lames 15 sur des bistouris jetables. C'est pas des bistouris qui ont vraiment, c'est pas des bistouris très fins entre guillemets, c'est bistouris rectangulaires.
Si vous voulez vraiment, pour moi, l'idéal, c'est d'utiliser des bistouris non jetables à manche rond, et sur ces bistouris, d'utiliser des lames 15C, qui sont comme les lames 15 à bout arrondi tranchant, mais un peu plus fines que les lames 15 comme on peut voir sur les vidéos. Mais effectivement, je trouve que c'est une remarque judicieuse, et évitez les lames 11, préférez plutôt les lames 15 ou les lames 15C. On va revenir maintenant à la troisième technique, qui est la technique des incisions parallèles qui a été décrite par Harris. C'est globalement quasiment la même que la technique de Bruno, sauf que Harris, lorsqu'il l'a développée, a inventé un bistouri double lame qui est, comme son nom l'indique, le bistouri double lame d'Harris. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de faire d'emblée, sans faire d'incision ici perpendiculaire, d'emblée 2 incisions tangentielles à l'aide d'un bistouri double lame, de manière à prélever à la fois du conjonctif et ici une bande d'épithélio-conjonctif. Voilà l'utilisation de ce bistouri double lame. Vous voyez que les lames sont quand même relativement espacées, d'environ 2 mm. On a de très beaux prélèvements, mais de la même manière que pour la technique de Bruno, on va avoir une plage cruentée qui est laissée à la fin de l'intervention, et au niveau du prélèvement, vous aurez une bande d'épithélium qu'il faudra retirer. Dernière technique qui, à mon sens, est très très intéressante, surtout si vous commencez, eh bien, c'est tout simplement de faire exactement la même chose que si vous faites une greffe épithélio-conjonctive, c'est-à-dire de prélever un greffon épithélio-conjonctif. Mais petite astuce, ce greffon épithélio-conjonctif, vous allez le désépithélialiser avant de le prélever. Alors, comment le désépithélialiser? Vous pourriez le faire après, à l'aide d'une lame 15 sur votre table opératoire, en raclant comme ça le greffon. Ça peut être la première solution. Il y a une autre technique qui me paraît un peu plus simple, qui consiste à utiliser sur une turbine ou un contre-angle bague rouge une grosse fraise boule diamantée et de passer sur le prélèvement de manière à retirer à l'aide de la rotation de la fraise le prélèvement, l'épithélium, et ensuite de faire votre prélèvement. Voici ce que ça donne au niveau du diaporama. On va voir qu'on va retirer ici une fine bande épithéliale à l'aide de la fraise boule. Il faut savoir que l'épithélium au niveau de cette zone, il fait environ 5 dixièmes de millimètre, grand maximum, un peu plus peut-être au niveau des papilles palatines, mais c'est tout. Donc avec une fraise, on peut facilement le retirer. On verra aussi qu'on sait qu'on a tout retiré, bien tout simplement quand on arrête la fraise et qu'on voit le prélèvement, le futur prélèvement qui saigne, eh bien, c'est que vous êtes sur du conjonctif vascularisé et que vous avez retiré complètement l'épithélium. Et puis ensuite, on va faire un prélèvement à la lame 15 comme on le ferait pour une greffe épithélio-conjonctive. Le seul problème, c'est qu'à la fin, vous avez une large plaie cruentée. Cette large plaie cruentée, eh bien, on va la gérer comme pour un greffon épithélion-conjonctif, à l'aide d'une compresse de collagène et tout simplement avec une plaque palatine que vous allez clipper sur la zone opératoire. C'est tout. Pas de suture en lacis, moi j'ai complètement abandonné tout ça. Il y a d'autres techniques éventuellement qui pourraient vous permettre de venir suturer ou de mettre du coépac, des choses très compliquées. Je vous assure qu'avec une simple compresse de collagène et une plaque palatine, c'est vraiment l'idéal. Alors, voici le prélèvement réalisé. Vous avez finalement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un prélèvement qui est superficiel, donc peut-être moins de risque de toucher l'artère. Deuxièmement, vous avez moins de tissu adipeux et quasiment que du conjonctif. Et vous aurez peut-être une plage cruentée, mais vous n'aurez pas de risque de nécrose du volet, tout simplement parce que vous l'avez retiré. L'inconvénient, c'est qu'on aura une cicatrisation purement de seconde intention, c'est-à-dire un épithélium qui va devoir tranquillement venir recouvrir votre éponge de collagène et votre caillot qui se sera réorganisé. Mais finalement, avec la plaque palatine, les suites sont relativement gérables. Et à mon avis, la grosse indication par rapport aux autres techniques de ce prélèvement, c'est quand vous avez des palais fins. Surtout, sachez une chose, c'est quand vous allez faire une greffe épithélo-conjonctif, non pas pour de l'implantologie, mais pour une récession. Bien souvent, c'est des morphotypes parodontaux relativement fins. Et ces morphotypes parodontaux, eh bien, ça va souvent avec un palais très fin. Et donc, si vous voulez prélever du conjonctif sur ces palais fins, avec une technique de Bruno, vous aurez soit une nécrose, soit peu de conjonctif. C'est pour cette raison que dans ces cas-là, si vous faites cette technique, vous aurez vraiment des gros greffons, même si votre palais est fin. Et pour illustrer cette problématique,
on va voir une vidéo très intéressante où d'un côté on a fait une technique de Bruno modifiée et de l'autre on a réalisé une technique épithélio-conjonctive désépithélialisée. Et voyez la gestion, à la fin de l'intervention on a ce type de plaie qu'on va gérer avec une compresse de collagène ou des membranes de PRF et une plaque palatine. Voilà ce que ça donne au niveau du cas clinique. Vous voyez, de ce côté, on a réalisé une technique de Bruno modifiée. Donc, première incision perpendiculaire. Ensuite, seconde incision depuis la première incision. C'est pour ça qu'il s'agit d'une technique de Bruno modifiée. Et vous voyez que par rapport à tout à l'heure, on a vraiment encore un conjonctif, un palais qui est beaucoup moins charnu, beaucoup moins épais que lors du cas précédent. Voilà cette seconde incision. On gère en transparence l'épaisseur du greffon. Voilà. Et troisième incision, là on est toujours dans la deuxième incision. On va avancer un tout petit peu. Voilà, là on est toujours dans la seconde incision. Et voici la troisième incision qui va arriver. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur le site Génération Implant en accès libre sur technique de tunnelisation pour réalisation d'une greffe de conjonctif. C'est traitement de récession. Voilà. Et là, on va arriver au niveau de la troisième incision. La voici. Et vous voyez qu'avec cette troisième incision, on vient individualiser un greffon. Mais comme j'ai laissé ici une trappe relativement importante pour éviter une nécrose, eh bien, clairement, j'ai quasiment plus de conjonctif à prélever. Et vous allez voir que le volume de conjonctif prélevé est relativement ridicule. Et de ce fait, j'ai dû aller prélever de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'ai fait une greffe épithélio-conjonctive désépithélialisée. Voici le prélèvement. Énormément de tissu adipeux au niveau de ce prélèvement. On va l'individualiser. Et ce qui va être intéressant, le voici. Et vous verrez tout à l'heure, on a une photo comparative, vous avez quasiment rien qui a été prélevé. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on va pouvoir aussi voir les suites opératoires au niveau des deux côtés. Alors, comment on va gérer maintenant l'autre côté? Eh bien, on n'a pas pris de risque de l'autre côté. Juste, on termine avec les sutures, mais je crois qu'on l'a déjà suffisamment vu pour pouvoir accélérer un petit peu au niveau des sutures. Voilà, toujours, comme là, on a fait une technique modifiée, on a fait plutôt des points en haut que des points en U horizontaux. Voilà, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On a anesthésié, eh bien, on vient désépithélialiser. Vous voyez que c'est un contre-angle bague rouge avec une fibre optique, donc on a cette image très lumineuse au niveau de notre vidéo. Désépithélialisation donc du greffon. Voilà, on commence à voir ici le conjonctif qui saigne, donc clairement c'est qu'on a retiré l'épithélium. J'avance un petit peu. Et une fois que toute la partie est cruentée, on va réaliser un prélèvement épithélio-conjonctif classique. Donc, 4 incisions qui vont permettre de délimiter le greffon. Voici ces 4 incisions. Puis ensuite, on va venir toujours démarrer au niveau d'un coin. Le coin ici. Et ensuite, on va attaquer le prélèvement. Alors j'ai une question. Puisqu'on sait que le tissu recouvrant le prélèvement va nécroser, pourquoi ne pas prélever le maximum de conjonctif et laisser l'épithélium réaliser un pansement biologique? Alors, je ne comprends pas la question, puisqu'on sait que le tissu recouvrant le prélèvement va nécroser, pourquoi ne pas la prélever?
Oui, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement, et on peut continuer en même temps la vidéo, eh bien, tout simplement parce que euh, le problème, c'est que la nécrose va ralentir le processus opératoire. Si vous avez un caillot sanguin propre, eh bien, vous allez avoir une réépithélialisation qui va se faire à J plus 1 jour, J plus 2 jours, c'est très rapide. Par contre, si vous avez un tissu épithélial qui va d'abord nécroser et ensuite on va avoir une réépithélialisation, ben cette nécrose, elle va prendre 3, 4, 5, 6 jours, le temps au macrophage de faire une détertion du site opératoire. Et donc finalement, cette nécrose ne va pas servir véritablement, à mon sens, de pansement biologique, mais va servir plutôt à ralentir la cicatrisation. Et donc, à mon avis, on aura une cicatrisation qui va être plus lente que si jamais on retire complètement cet épithélium, comme on vient de le faire au niveau de cette vidéo. Donc, on retourne sur la vidéo. J'espère avoir répondu à la question. Voilà le prélèvement et vous voyez que le tissu prélevé est nettement plus important. Là, on vient mettre des membranes de PRF. Et on va rien faire de plus que de mettre quelques membranes et une gouttière que l'on va clipser sur les dents, une plaque palatine, 2 mm d'épaisseur, une gouttière rigide, gouttière qui doit bien aller en distal des 7 parce que parfois on fait des prélèvements très distaux. Et à ce moment-là, il vaut mieux que le prélèvement et la gouttière de protection soient relativement distales. Voilà la gouttière que l'on vient clipser. On fait ensuite la greffe et en fin d'intervention, on déclipse la gouttière, on la nettoie et on se retrouve avec cette situation, une hémostase qui est déjà réalisée. On nettoie la gouttière et on verra les conseils que l'on donne aux patients. Voilà la différence entre ici la première technique et ici la seconde technique. Vous voyez qu'on a une légère rétraction aussi du conjonctif. Donc prélevez toujours des conjonctifs un peu plus grands, tout simplement parce que vous avez beaucoup de fibres élastiques au niveau de ce palais et donc un conjonctif qui va avoir tendance à se rétracter. Et regardez ici le prélèvement avec la seconde technique. C'est donc un prélèvement beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant en volume. Voilà, on va retourner au niveau de ce PowerPoint. Et si vous n'avez pas d'autres questions, on va parler des complications. Vous voyez que finalement, il y a deux grandes techniques à mon avis qui sont intéressantes. Bruno, éventuellement Bruno modifié, ou cette technique de greffe épithélio-conjonctive désépithélialisée. Au niveau des complications, finalement, la seule complication majeure, c'est cette lésion de l'artère ou des collatérales. Il y a deux études très intéressantes. La première, c'est celle de Griffin et collaborateurs, qui va opérer 228 patients pendant environ 5 ans, avec des prélèvements qui vont aller de la première molaire à l'incisive latérale, et un questionnaire remis à une semaine auprès des patients, avec une notation de 0 à 10 pour les patients, qui vont eux-mêmes classifier leur suite opératoire et leurs complications, de 0 à 3 des complications minimes, de 4 à 6 des complications modérées et de 7 à 10 des complications sévères. Eh bien, on a moins de 6% des patients qui ont des saignements jugés de modérés à sévères et généralement les saignements, et ça c'est un point très important, surviennent à entre le 3e et le 7e jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que moi, dans les conseils post-opératoires que je donne aux patients, surtout si je fais des greffes épithélio-conjonctives désépithélialisées, je vais dire aux patients de garder la gouttière pendant 48 heures, de la retirer juste pour la rincer et de la remettre. Et puis, après 48 heures, je vais lui demander de la porter selon sa convenance, en fonction des douleurs post-opératoires, surtout pendant les repas pour protéger cette zone cruentée. Mais si le patient veut la retirer, il peut la retirer. S'il veut la mettre, il peut la mettre. Par contre, la consigne est donnée de manière obligatoire qu'il garde en permanence cette gouttière sur lui. Parce que moi, il m'est déjà arrivé d'avoir une hémorragie post-opératoire à 10 jours post-opératoire sur un prélèvement conjonctif très profond, une petite artériole qui a lâché à 10 jours, et la patiente n'avait pas de gouttière, et alors que si elle avait eu sa gouttière, elle clipse sa gouttière et le saignement s'arrête automatiquement. Donc, le patient le garde pendant 48 heures sa gouttière, puis il la porte selon sa convenance et il a quand même le devoir de garder cette gouttière dans la poche, dans son sac, de manière à pouvoir, en cas de saignement, venir la placer de manière très rapide pour arrêter ce saignement qui peut être relativement important, impressionnant dans certains cas.
Deuxième étude intéressante, c'est cette étude d'Harris, l'inventeur du bistouri double lame. Eh bien, sur 500 patients âgés de 14 à 80 ans, traités par le même opérateur, donc Harris, quelqu'un qui a une grande expérience, avec sa technique du bistouri double lame, il a noté des complications, douleurs, hémorragie, infection, œdème de 0 à 3, et on n'a finalement aucune complication dans 97% des cas, une minime dans 2,2% des cas, une modérée chez un seul patient et 3 complications sévères, donc dans 0,6% des cas. Et le saignement sévère, là encore, il n'est pas survenu à 24 heures, il n'est pas survenu à 48 heures, il est survenu en général au moins à partir du 4e jour. Donc finalement, vous voyez qu'il est important que les patients gardent leur gouttière avec eux et les prévenir que ce saignement peut arriver. Souvent, ils pensent qu'au bout de 2-3 jours, ils sont entre guillemets tirés d'affaire. Ce n'est pas le cas. Ces études le montrent clairement. Comment on gère une hémorragie post-op? Une gouttière, souvent ça suffit. S'il faut, on va débrider la plaie et on va faire une ligature distale au saignement de manière à comprimer le petit vaisseau qui saigne, à le ligaturer par une suture profonde et fortement serrée. En prévention maintenant de ces complications, en prévention des pertes opératoires, eh bien, limitez vos prélèvements de la face mésiale distale de la canine à la face mésiale distale de la première molaire. En cas de greffon épithélio-conjonctif désépithélialisé, forcément, le greffon sera moins profond, donc vous aurez moins de risques d'avoir un saignement péropératoire. Et puis, en cas de lésion de l'artère, vous comprimez, vous stressez pas, vous commencez déjà par mettre une compresse, et puis ensuite vous essayez de ligaturer en distal par 2 ou 3 points de suture, et bien souvent ça suffit. Sinon, vous terminez votre chirurgie, c'est exactement la même chose que la semaine dernière quand on a vu qu'on avait une hémorragie de l'artère alvéolo-ventrale, on a continué l'intervention et le saignement se calme de lui-même. Et puis, surtout, pour limiter les complications et les saignements post-opératoires, faites porter une gouttière à vos patients de manière à ce que, déjà, il y ait le moins de douleur possible et de manière aussi à ce que, en cas de saignement, le patient puisse gérer son hémorragie tout seul. Dernière chose, si vous faites ce type d'intervention, à mon sens, vous êtes obligé d'être joignable 24 heures sur 24 et de laisser votre téléphone portable à votre patient. En ce qui concerne maintenant les cicatrisations, on peut avoir ce type de cicatrisation, comme on l'a vu, des nécroses partielles du greffon, qui ont tendance à se rétablir de manière classique et conventionnelle avec le temps. On va aussi surtout, à partir de 1 à 2 mois post-opératoire, avoir une régénération de ce tissu conjonctif. Et à mon sens, au bout de 3 mois, vous pouvez reprélever. Et on peut presque prélever à l'infini au niveau de ces sites. Les seuls problèmes que l'on peut avoir, c'est des petites pertes de sensibilité du palais qui peuvent mettre du temps à revenir. Et à un moment, le patient va, en plus, à cause des douleurs, va ne plus vouloir qu'on le prélève une nouvelle fois. Mais le tissu conjonctif, de par la fonction masticatoire, la fonction créer la forme, va se régénérer à chaque fois et c'est une zone qu'on peut reprélever à souhait, comme on va le voir dans une des vidéos et dans un des cas cliniques que je vais vous montrer.